Bonjour Charles. Bonjour Franck, chers amis, bonjour. Charles, aujourd'hui Oui. on va faire un petit retour dans le temps, on va se retrouver dans les années 60, dans cette ambiance gothique, dans cette ambiance du cinéma fantastique, un peu de la Hammer. Et là c'est un Italien qui a réalisé un film de 1964 qui s'appelle Danse macabre, la danza macabra en anglais, puisque tous ces films ont évidemment été diffusés dans les pays anglo-saxons, Castle of Blood. Le réalisateur, c'est Antonio Margheriti, mais vous ne verrez pas ce nom au générique, puisque tous ces cinéastes, Mario Bava, Riccardo Freda, etc., ont pris des pseudonymes anglo-saxons. Saxons, on comprend pourquoi, c'est pour la diffusion en anglais. Oui. États-Unis, Angleterre, Australie, etc. Et donc, Anthony Dawson, c'est le pseudonyme qu'il a pris, qui est d'ailleurs le nom et le prénom d'un comédien britannique spécialisé dans les rôles très ambigus et très méchants. Pour le situer, c'est lui qui reçoit la paire de ciseaux mortels dans Le crime était presque parfait, d'Alfred Hitchcock, par la future princesse de Monaco, Grace Kelly. Bien, ce Antonio Margheriti, bon, il a changé plusieurs fois de nom. Oui. On comprend un peu pourquoi, parce que c'est vrai qu'il fait partie un peu de cette gamme de réalisateurs Tout à fait. qui, n'ayant pas peut-être pas assez de talent pour se démarquer des producteurs, a été un peu obligé de suivre la mode commerciale en changeant son nom, mais aussi en faisant des films qui des fois flirtent avec l'érotisme, avec le mauvais goût. Bon, des fois il était à la limite quand même. Oui, oui. D'ailleurs, sa grande période, c'est la période gothique. La Vierge de Nuremberg, La sorcière sanglante, Danse macabre, cette trilogie, enfin entre guillemets. Après, effectivement, il fera des péplums, il fera de l'espionnage, il fera des polars, il fera des érotiques plus ou moins érotiques, il fera même un film cannibale, donc il suivra la mode. Je pense qu'on lui imposera. Ouais, tout à fait. En tout cas, nous, on va garder ce passage-là du cinéma gothique, parce qu'avec La Vierge de Nuremberg, Oui. Franchement, il a fait fort, il a fait des très beaux films. Danse macabre est un très beau film. Alors l'histoire... Oui, l'histoire est intéressante. L'histoire est donc, non pas, comme certains l'ont dit, inspirée d'Edgar Allan Poe, mais Edgar Allan Poe, le grand écrivain fantastique américain, apparaît dans le film. Quand je dis apparaît, c'est bien sûr un acteur, Silvano Tranquilli, qui l'interprète. Et qu'est-ce qui se passe là ? Eh bien, alors Edgar Poe se trouve dans une auberge, il est en train de raconter une de ses fameuses histoires fantastiques, Oui. et débarque un journaliste. Et ce journaliste, en écoutant l'histoire, il vient pour interviewer Edgar Poe, il commence à faire son petit critique en disant « Dis donc Edgar, tes histoires, moi j'y crois pas, la vie après la mort c'est des conneries. » Et Edgar Poe lui dit « Mais non, toutes mes histoires sont rigoureusement vraies, tu me crois pas, tiens, il y a une maison hantée à côté, écoute, je te parie 10 livres que tu vas y passer la nuit, et si t'en ressors vivant, tu auras tes 10 livres. » Et c'est ce qui va se passer, le journaliste va dans la maison hantée, et là, effectivement, il y a du monde. L'acteur qui joue ce rôle, c'est un Français tout à fait oublié aujourd'hui, Georges Rivière, qui a énormément tourné dans les années 60, quelquefois 5-6 films par an, beaucoup en Italie, même en Allemagne, et qui est assez à l'aise dans cet univers. Oui. D'ailleurs, c'est un acteur qui... Alors, j'ai regardé un peu sa filmographie. Le gars, il tournait 5-6 films par an. Donc, il savait un peu de quoi il en retourne. Et le gars, souvent d'ailleurs des films italiens. Oui, absolument. Et si vous voulez, le plus, si on peut dire, c'est que la vedette féminine du film, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'icône du cinéma gothique italien, Barbara Steele, l'actrice britannique, révélée, magnifiée par Mario Bava dans Le masque du démon. Ah, Barbara Steele, avec son visage si particulier, ses grands yeux. Oui. Ah, c'est vrai qu'elle a vraiment, c'est l'icône de ce genre de film. Oui, même si elle n'a pas fait tellement, il y en a moins de 10, une petite dizaine. Mais les trois grands étant Le masque du démon, Danse macabre et Les amants d'outre-tombe. Ouais. Donc là, elle joue le rôle d'une amoureuse. Elle est très sensuelle dans le film. Oui. D'ailleurs, le film a été attaqué par la censure. Oui, parce absolument. Il y a une scène un peu olé olé avec une autre femme d'ailleurs. Oui, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un baiser lesbien. Ouais. Et c'est Barbara Steele et l'actrice Margaret Roxham, alors ça vous dit rien, c'était l'épouse d'Ugo Tognazzi. Ouais, qui a pas dû être content quoi. Ah non, il n'était pas content du tout parce que lui était c'est un acteur comique. C'est le macho quoi. C'est le macho, il est dans la trempe des Gassman et compagnie. Ouais, voir sa femme jouer une lesbienne. Il n'était pas content, non.
C'est une scène qui est d'ailleurs assez réussie au niveau de l'érotisme, puisqu'il y a également une petite scène déshabillée, ce qui fait que la censure, en France, le film était interdit au moins de 13 ans. Oui, à la fin, on voit une poitrine, donc cette poitrine, dis donc, elle a choqué, hein, elle est complètement coupée dans les versions italiennes, donc il faut vraiment trouver les versions uncut. Non, c'est pas, elle a une très belle poitrine, c'est vrai. Absolument. Donc voilà, le film mélange aussi un petit peu d'érotisme, et je dois dire que moi je me suis laissé plonger dans l'histoire, et le début du film dans ce Londres avec la brume, la taverne, et puis quand le journaliste rentre dans le château, c'est magnifique, la lumière, magnifique, expressionniste, excellent, décor gothique superbe. Oui, le directeur de la photo sera le réalisateur des Trinitas. Tu sais, les westerns, le même style, les westerns parodiques avec Bud Spencer et Terence Hill. Oui. Et le scénariste Sergio Corbucci, il y a quand même du beau monde, hein. Sergio Corbucci, futur auteur de western. On dit il y a eu 3 grands Sergio. Leone, évidemment, Solima, et Corbucci, Le Grand Silence, Compañeros, El Mercenario. Ah ouais, mais le scénario est vraiment tient la route, hein. D'ailleurs, il y a un truc que j'aime particulièrement dedans, c'est que il fait référence à des thèses pseudo-scientifiques de la vie après la mort. Oui. Donc ça rejoint un peu les thèses d'Alan Kardec, le spiritisme, etc. Les âmes qui, ayant eu une mort violente, ne peuvent pas se détacher et aller au paradis. Donc là, en l'occurrence, il y a un personnage d'ailleurs qui prouve cette existence de la vie après la mort en coupant la tête d'un serpent réellement, et en montrant au journaliste, bah écoute, regarde, là, le serpent il bouge toujours, donc la vie après la mort, ça existe. Oui, c'est l'acteur Umberto Rao qui a fait énormément de films de ce genre, beaucoup de gialli, avec Dario Argento, l'oiseau au plumage de cristal, le chat à 9 queues. Alors vraiment, on a tous les ingrédients pour faire un super film, pour faire le classique des classiques, le Masque du démon numéro 2. Mais, alors c'est un avis personnel là que je vais donner, parce que Charles ne le partage pas, et il y a beaucoup de critiques qui ne le partagent pas non plus. Mais je le comprends. Par contre, personnellement, j'ai trouvé que tous ces ingrédients, superbe lumière, super scénario, casting vraiment très très bon, malheureusement étaient contrecarrés par un jeu d'acteur qui est théâtral. Et du coup, j'ai vraiment eu du mal à accrocher avec cette tension, on est dans le réalisme, la tension, et puis tout d'un coup, ils se mettent à parler, et puis alors là, alors leur jeu, mais alors vraiment, on a l'impression qu'ils sont en représentation. You can't leave, Elizabeth. You're trapped in this castle. Et par-dessus vient se greffer la musique de Riz Ortolani, que par ailleurs très grand compositeur, oui. Mais qui en remet une couche en nous mettant une musique d'ailleurs qui est beaucoup trop forte, et puis qui arrive avec ses gros sabots, et pour moi on tombe pratiquement dans le grand guignol. Je trouve ça un peu dommage, ça m'a un peu gâché le plaisir, je dois dire. Castle of Blood. Je peux comprendre, hein. Je peux comprendre, tu t'es même ennuyé, tu as dit. Ça, si je me suis ennuyé, c'est bon, bien sûr c'est à cause du jeu théâtral, mais aussi parce que je trouve que la mise en scène pour moi manque d'anticipation, manque de suspense. Enfin, on subit les événements, il y a des personnages qui apparaissent, qui disparaissent, comme ça, puis on n'a aucun moyen de s'identifier parce qu'on peut jamais prévoir ce qui va se passer, et on n'est jamais au courant de choses que les acteurs ne connaissent pas. Donc moi personnellement j'ai subi, et en subissant avec ce jeu caricatural, j'avoue que je me suis un peu assoupi. Bon, pendant la milieu du film. En tout cas, vers la fin, quand même, vers la fin, il est assez croustillant. En tout cas, il est sûr que c'est le début et la fin, plus quelques séquences, le fameux baiser lesbien ou la séquence du serpent, qui sont les grands moments. On est d'accord. Ouais. Voilà, donc ça reste un film qui est à voir, bien entendu. Qui est bien différent. On a parlé de la Hammer, d'un esprit amer, mais c'est quand même différent, tout en ayant quelques références. Et c'est un film qui vaut la peine, à mon avis, d'être découvert. Il est d'ailleurs culte, j'ai beaucoup, hein, qui, à mon avis, mérite d'être vu et apprécié à sa juste valeur. Une très très belle histoire, dans un décor magnifique, gothique, avec une lumière expressionniste. Bon, rien que pour ça, franchement, il en vaut la peine. Bon. Chers amis, entrez dans la danse. Macabre. À bientôt.